6h45, Europe 1 vous répond. Et on vous retrouve Thomas Soto en direct de Seine-les-Alpes. Oui, la MJC de Seine-les-Alpes transformée en centre de crise, en centre de presse. C'est également ici, à l'étage qui est juste au-dessus de l'endroit où je me trouve, que seront recueillis les corps et accueillis les corps des victimes, les restes des victimes et les familles. Une chapelle ardente a été aménagée, elle est fermée à tout regard évidemment. Toutes les bonnes volontés sont réquisitionnées. Les profs d'allemand et d'espagnol viennent de Manosque et vont arriver également dans les heures qui viennent pour traduire, pour jouer les traducteurs lors de cette journée particulièrement difficile. On est presque 24 heures après le crash, on a beaucoup de questions et il faut bien le dire, assez peu de réponses. On va donc essayer de comprendre ce qu'il s'est passé avec les données dont on dispose et votre expertise. Bernard Chabert, vous êtes le consultant aéronautique d'Europe 1. On entendait dans le journal de 6h30 tout à l'heure Sébastien Krebs qui a survolé les débris et il nous disait on a même du mal à les voir si on ne nous les signale pas. Ce sont vraiment des confettis, un avion en 1000 morceaux. A priori pas de signe de feu, d'incendie. Qu'est-ce que ces images que vous avez vues également, Bernard, vous racontent, vous disent? Si on se rappelle par exemple des images des avions qui ont percuté les tours à New York, l'avion là est arrivé au sol plus rapidement, à plus grande vitesse que ne l'étaient arrivés les avions qui ont percuté les tours. Donc comme en plus de ça, la tour, finalement c'est jamais qu'une construction, alors que la montagne c'est totalement solide, il est évident que l'avion c'est littéralement pire qu'émietté, il s'est totalement désintégré. Il y a deux points extrêmement troublants, Bernard. Le premier, c'est qu'on dit que l'avion a perdu de l'altitude régulièrement pendant 8 minutes avant de s'écraser. C'est infini comme temps, 8 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut se passer pendant ces 8 minutes? Justement, c'est la question. Au départ, il y a la mise en descente de l'avion, probablement par l'équipage. C'est une mise en descente normale. L'avion descend à un rythme normal, un peu rapidement, mais pas d'une façon précipitée. C'est pas du tout une chute, c'est une descente. Et puis normalement, lorsqu'il y a une mise en descente comme ça, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il n'a aucune raison de descendre à ce moment-là. Il va à Düsseldorf, Il va à Düsseldorf, il est en croisière, il est même haut, il est aux alentours de 10 500 mètres d'altitude, 11 000 mètres disons. Et donc il est en croisière et d'un seul coup il se met en descente. On ne quitte jamais son niveau de vol, son altitude de vol, sans avoir prévenu, sans avoir demandé au centre de contrôle de la navigation aérienne. Et donc s'il y a cette mise en descente qui est probablement commandé par l'équipage, et ensuite il ne se passe plus rien, comme s'il n'y avait personne dans le cockpit, l'avion volant très probablement au pilote automatique, parce que c'est ce qui se passe dans ces cas-là, sur une trajectoire rectiligne. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans le cockpit, et ça veut dire que pendant ces 8 minutes, tout le monde à bord, les 150 personnes qui étaient à bord, savaient que l'avion était en train de se crasher? Tout dépend de ce qui s'est passé à bord. Qu'est-ce qui s'est passé à bord de cet avion qui a provoqué, de la part de l'équipage, cette très probable mise en descente volontaire, et également qu'est-ce qui s'est passé derrière en cabine. Ça, on n'en sait rien, mais on va peut-être le savoir grâce à la boîte noire qui a été récupérée. Alors justement, un tweet de César, comment ça marche et à quoi ça sert une boîte noire? Il y a 2 boîtes noires dans tous les avions de ligne, il y a 2 boîtes noires, il y en a une qui est très technique et qui sert à récupérer les informations techniques de vitesse, c'est tous les paramètres, celle-là. Paramètres du vol, et l'autre par contre qui est un mouchard, si vous voulez, qui est dans la cabine de pilotage et qui enregistre d'une manière très précise, très fine, qui enregistre tout ce qui se dit, tout ce qui se produit à l'intérieur de la cabine. Ça veut dire la conversation entre le pilote et le copilote, mais aussi s'il y a eu un intrus, par exemple, les bruits d'ambiance. Absolument, on a tous les bruits d'ambiance, c'est véritablement de la haute fidélité. Est-ce que la trajectoire de l'avion nous dit quelque chose? Est-ce qu'on la connaît, cette trajectoire? Oui, on la connaît très bien, on la connaît parfaitement, et elle est même publique à travers certains sites spécialisés. On voit que l'avion, et c'est ça qui est surprenant, on voit que l'avion, qui a très probablement un problème, se met à descendre sur une trajectoire rectiligne qui l'amène sur notre région, là où on est, il n'y a qu'à regarder dehors. C'est les Alpes, c'est pointu, ça monte très haut. S'il y avait eu un problème et si l'équipage avait été, disons, conscient, ils auraient fait demi-tour, ils seraient allés vers la côte où il y a quelques-uns des plus grands aéroports et aérodromes d'Europe. On en arrive au second point qui est particulièrement troublant, Bernard. Il n'y a eu aucun message d'alerte émis par l'avion pendant ces 8 minutes, alors que les liaisons n'étaient pas coupées a priori. Non, les liaisons n'étaient pas coupées, et puis il y a de multiples moyens de communication dans un avion, et donc ça c'est quand même un des fondamentaux du pilotage. C'est si on a un problème, bien sûr d'abord on fait face au problème, mais immédiatement après on communique, on parle, on est en contact avec des tas de gens et donc on leur parle. Et là il n'y a rien eu, pendant 8 minutes, ce qui semble indiquer qu'il n'y avait plus personne de conscient, on va dire, dans le cockpit. On a de nombreux messages, notamment celui de Desmarais et de Frédéric qui vont un peu dans le même sens. Pourquoi l'acte suicidaire n'est-il pas évoqué? Descente rapide, contrôlée, pas de phonie, pas de téléphone. Frédéric nous dit
Ne peut-on envisager un acte kamikaze ? C'est possible, ça s'est produit. Il y a eu quelques cas extrêmement rares, 2 ou 3 au total dans toute l'histoire du transport aérien, de navigants, de pilotes qui ont décidé d'en finir et qui ont précipité leur avion. Mais en général, il faut remarquer que lorsque ça s'est produit, l'avion a été piloté d'une façon extrêmement brutale dans un piqué quasiment vertical, alors que là, non, on a un avion qui descend paisiblement. Cet avion, il avait 24 ans. Est-ce que c'est vieux ? Est-ce qu'à cet âge-là, c'est un coucou, un avion de ligne ? Non, surtout que c'est un avion qui appartient à un système extrêmement rigoureux qui est le système allemand. Les Allemands ont tendance à faire de la technologie sérieuse. Et la Germanwings étant une filiale low cost de la Lufthansa, qui est la première compagnie européenne. Oui, mais ça fonctionne dans un cadre légal, juridique et réglementaire qui est le cadre de l'aviation civile allemande. Et ça veut dire que Germanwings est une compagnie low cost, mais ça ne veut pas dire qu'elle est low sécurité, elle n'est pas moins sûre que les autres. Il y a cette espèce de croyance que low cost égale low sécurité, c'est pas vrai. C'est sur les services en fait. Oui, on gagne de l'argent sur des tas de choses qu'on va dire commerciales, mais sur la sécurité, non. Et au contraire, certaines compagnies low cost ont été tellement surveillées à cause de leur personnalité qu'elles sont finalement au plan technique aussi sûres, voire plus sûres que les autres. Bernard Chabert, est-ce que vous avez une hypothèse privilégiée ? Est-ce que vous dites ça ? On entend parler des piles au lithium de temps en temps. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer très simplement ? C'est un peu c'est la dernière obsession. Vous savez qu'on a tous des piles au lithium dans nos appareils, dans nos smartphones, dans nos portables. Et ces piles ont parfois tendance à exploser. Il y a eu recensé dans le monde entier depuis une dizaine d'années 170 cas d'explosion de piles au lithium dans un avion de ligne. Alors c'était la plupart du temps des piles situées dans des smartphones ou dans des portables, mais il y a eu également 2 catastrophes de 747 cargos qui se sont écrasés avec leurs équipages parce qu'il y avait du chargement de piles au lithium à bord et que ces chargements ont pris feu. Donc elles explosent et elles intoxiquent l'équipage. Elles dégagent en brûlant, elles font une sorte de flash au ralenti, mais surtout en brûlant, elles dégagent des vapeurs extrêmement toxiques qui peuvent vous tuer en quelques dizaines de secondes. Merci Bernard Chabert, vous restez avec nous ici en direct de Seine-les-Alpes. À 7h15, c'est un ancien directeur du BEA, le bureau enquête et analyse, Jean-Paul Troadec, qui sera avec nous. Jean-Paul Troadec qui avait notamment dirigé, Maxime, l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris, c'était en 2009. Thomas Soto en direct de Seine-les-Alpes pour cette édition spéciale ce matin sur Europe 1, à suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr.